Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, une nouvelle fois d'ailleurs, vous l'avez entendu il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, avec l'ami Thierry de la Bobine Hurlante et on se fait un ciné. On va finir par penser qu'on fait tout à deux, je suis désolé. Oui, là on enchaîne les enregistrements mais on en profite, c'est les vacances et au moment où on enregistre c'est encore 2021, vous allez écouter ça en 2022, ça c'est sûr. Pour parler d'un film 2021 que j'ai rattrapé sur le tard et que toi tu avais vu au cinéma, tu as été l'un des rares à le voir en salle visiblement. On n'était pas bien nombreux, non. Voilà. Ce métrage s'intitule Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, réalisé par un Français, son second long métrage, Arthur Harari. Je sais pas si tu avais vu son film d'avant. Non. Qui est une coproduction, mais quand même un film avec un compositeur français, un co-scénariste français, etc. Mais qui parle de quelque chose qui s'est passé, alors pas tout à fait au Japon, sur une île pas loin, donc aux Philippines, mais c'est l'histoire d'Onoda qui est un japonais, un soldat donc de la Seconde Guerre mondiale, qui tout jeune à l'époque ne peut pas devenir pilote car il a le vertige, il n'a pas envie de mourir pour sa nation et devenir donc kamikaze, et on lui offre une alternative. Alors cette alternative elle paraît bizarre à travers un major assez étrange, il s'appelle Major Taniguchi, qui lui demande de rejoindre une sorte de guerre secrète, sorte d'infiltré sur une île pour combattre un ennemi souvent invisible et qui va devenir cet ennemi totalement fantasmé. Parce que c'est l'histoire vraie, c'est ça qui est fort, d'un monsieur, un soldat qui a passé 30 ans, pas tout à fait seul, puis finalement seul, sur une île à attendre l'ennemi américain, alors que la guerre s'était interrompue un an après qu'il y soit allé. Oui, quelques mois après, voilà. C'est ça. C'est quand même violent, et c'est pas un truc fantasmé, le monsieur est vraiment revenu 30 ans après, etc. Il a écrit un bouquin et tout. Et Arthur Harari d'ailleurs n'avait pas lu le livre, hein, il a fait cette histoire par rapport à ce qu'il avait lu dessus, mais à part. Et donc au casting on retrouve que des acteurs japonais ou peut-être philippins aussi, pour les locaux de l'île, le jeune Onoda étant interprété par Yuya Endo, tandis que le Onoda âgé est interprété par Kenji Tsuda. Citons aussi quand même donc l'acteur qui joue le Major Taniguchi, Issei Ogata, ou le père de héros, Noboru Suwa, ainsi que Kai Inouaki. Pourquoi on les cite? Parce qu'ils ont des pages Wikipédia, donc ça veut dire qu'ils ont probablement fait d'autres films connus. Non mais voilà, c'est pas non plus des acteurs japonais hyper célèbres, voilà, mais c'est bon. Et c'est un drame humain, plus qu'un film de guerre. En soi, oui, il y a l'aspect film de guerre, aspect contemplatif sans que ça le soit trop non plus, mais ce qui est certain, c'est que ça a beaucoup marqué mon cher camarade qui est ici présent. Comment apprécies-tu ce film? Enfin, pourquoi aimes-tu ce film? Oui. J'ai beaucoup. Oui, effectivement, j'ai énormément apprécié le film puisqu'il fait même partie de mon top 10 de l'année et en deuxième position. Alors que pourtant, c'est un film qui me marque toujours autant, surtout que il a quand même quelques mois dans les dents maintenant et le souvenir est assez vif. Je l'avais vu très tard. Dans une salle qui n'était pas très grande en plus, où on n'était pas très nombreux, on était en catimini, mais voilà, les gens s'étaient déplacés à 22h pour voir le film. Quand tu sais qu'il dure 2h45, forcément, c'est assez significatif, des gens qui acceptent de venir si tard au cinéma. Et voilà, on a une espèce d'expérience commune, tu vois, où le silence de la salle se rajoutait au silence de l'unité de lieu qu'on voit dans le film. Et effectivement, moi je suis pas le spectateur, je dirais, le plus rigoureux dans ce qui est cinéma qu'on qualifierait de contemplatif. En tout cas, oui, effectivement, quand un film choisit un rythme assez lent, j'ai tendance à peut-être me relâcher un peu et que je le vois dans de très bonnes conditions. Là, c'était le cas. Et moi ça m'a vraiment captivé, alors que c'est vrai que tu te captives au final devant, je vais pas dire du rien parce qu'il n'y a pas rien dans ce film, mais tu te captives devant une forme de nihilisme et une forme de néant. On est face à des gens qui sont dans une quête vaine qui est en réalité terminée, dont ils n'en comprennent pas les enjeux, qui la suivent parce qu'on leur a donné l'ordre de le faire, qui ne le questionnent pas et qui pensent que ce qu'ils font est important, alors qu'on sait, nous spectateurs, avec le recul, que ça ne l'est plus depuis longtemps. Et on les voit quand même évoluer dans cette espèce de cadre guerrier parce qu'ils veulent continuer à faire la guerre. On leur demande de maintenir une sorte d'équilibre de la terreur envers les locaux de l'île en leur disant d'aller attaquer de temps en temps les villages pour qu'ils se disent les Japonais sont toujours là et ils vont vous défoncer à un moment. Vous inquiétez pas quoi, ne vous établissez pas ici parce que ça leur appartient. Et ces mecs sont là, ils avancent, ils volent, ils pillent de temps en temps, mais ils restent juste dans leur jungle à attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Et les seules choses qui arrivent, c'est des gens qui essaient de les dissuader de continuer en leur disant que c'est terminé, mais pourquoi les écouter vu qu'on leur a dit il y aura l'ennemi qui va venir et il sera déguisé. Et ça te montre aussi le pouvoir d'aliénation en fait du corps militaire, le côté tu deviens
mais tu deviens une arme en fait, et tu n'as pas à poser de questions, tu n'as pas à contredire tes ordres. Tu es là pour faire ce qu'on t'a demandé de faire, et si tu refuses de le faire, t'es un mauvais soldat. Et l'aliénation de la guerre, je trouve, est parfaitement représentée dans une histoire comme celle-ci. C'est un cas d'école, quoi. Et du coup, oui, je te rejoins totalement, Thierry. J'ai découvert ce film il y a une dizaine de jours, même pas. Hein. Et j'y croyais sans y croire, parce que c'est vrai que souvent quand on dit qu'un film est extraordinaire, etc., et qu'on n'a pas la chance de le voir en salle, on peut être déçu. Mais malgré tout, je me suis mis dans des bonnes dispositions, voilà, lumière tamisée, même pratiquement éteinte pour le voir, enfin les volets fermés, hein, pour être précis. Et je suis rentré totalement dans une atmosphère qui est, tu l'as dit, nihiliste. Et pourtant, on essaye d'entrevoir un embryon d'humanité à travers ce jeune soldat qui est quand même engagé parce qu'il n'a plus rien pour lui. T'as l'impression déjà que la relation avec son père, parce qu'on le voit au début, c'est pas un spoiler, hein. Il a ce père là qui veut à tout prix que son fils soit un héros, on sait pas, etc. Mais lui, il veut voler de ses propres ailes, mais il ne peut pas parce qu'il a le vertige, donc il a vraiment pas de bol. Et cette relation qu'il entretient avec son autre père, qui devient son père spirituel, hein, le Major Taniguchi, tout ceci nous est montré par des flashbacks disséminés à droite à gauche dans le film. Il y a quelque chose de malsain, je trouve, dans cette idée de fantasmer une guerre déjà qui n'existe plus, mais même avant qu'il y aille, qu'elle soit quelque chose d'ultime pour la patrie, etc. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a un discours très violent sur la société japonaise de l'époque, très impérialiste. Oui, c'est ça. Et donc le gamin, il est paumé, mais il y va quand même, et une fois qu'il est sur place, sur le terrain, il devient une sorte de leader en plus, alors qu'il n'est pas fait pour être leader hein, spécialement, dans cette guerre secrète, qui d'abord est secrète, ensuite invisible, puis illusoire. On monte dans le degré de l'inutilité absolue de la guerre et d'un conflit, et après on se retrouve avec la survie, hein. C'est un film de survie avec ses trois camarades, ils ne sont que 4 à un moment, puis forcément après ils ne sont plus que 3, puis 2, puis 1, il y en a un qui meurt pas, mais on ne dit pas comment, mais il y a une histoire quand même derrière, et c'est vraiment profondément dramatique. Et c'est d'ailleurs la grande force ici du film, Arthur Harris, c'est qu'il assume ce drame, et les silences, c'est rare hein, comme ça, et surtout on prend son temps. On aurait très bien pu faire ce film en 1h30 hein. Oui. Non, il nous montre un homme face à son destin, qui est un destin pourri, hein, qui est un non-destin quelque part. Il va quand même perdre 30 ans de sa vie, et on essaye de comprendre comment il a pu survivre et comment il a pu se donner un but, même illusoire, à tout ceci. Et à la fois on n'y répond pas, je trouve. Alors on n'y répond pas, oui et non, mais on va pas spoiler ici particulièrement. Non, mais parce que il y a un côté, tu sais, non-existentialisme en fait dans le film. Enfin, il y a un côté, alors, et je dis pas ça de manière péjorative parce que je trouve que ça se complète. Il se déshumanise complètement. Déjà, voilà, ouais. Et il y a un aspect, je dirais, qui est anti-Malik. Ah oui. Ou quand Malik te fait une, par exemple, je pense à lui parce que le côté justement très lent où on choisit de poser son cadre avec une temporalité qui va être très allongée pour nous faire ressentir la solitude et le besoin le besoin de but des personnages. Lui, il va le mêler à des questions existentielles. Donc du coup, ce sont des personnages qui errent, qui se demandent quel est le sens de leur vie, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont sur Terre, quel est réellement leur but, même s'il y a des cadres, hein, des fois certains ont des cadres, d'autres en ont moins. Et c'est toujours ces questions-là. Dans Oda, on n'a pas ces questions-là parce que le personnage n'a pas besoin de se demander pourquoi il existe, il le sait déjà. On lui a dit. Et du coup, en fait, c'est une forme de déconstruction. Le personnage doit, le but du film est de faire comprendre au personnage que le but qu'on lui a donné n'est pas le sien. Et que c'est à partir de là qu'il doit se trouver lui-même en fait. Et voilà, c'est super compliqué. Qu'il n'est pas celui qu'on lui dit d'être. Mais du coup, ces silences ne renforcent pas, tu vois, je veux dire, des questionnements. On va pas te mettre une voix off qui va se dire, quel est mon but ici. Non, le gars, il sait pourquoi il est là. Et il sait que ça va durer longtemps. Et il s'en fout. Parce que ce qui lui importe, c'est de bien obéir aux ordres et de bien faire ce qu'on lui a demandé de faire parce que on lui a fait comprendre, on lui a convaincu qu'il était important. C'est d'ailleurs, il n'est pas chef d'ailleurs initialement, tu as de la meute, il est prédisposé à le devenir parce qu'il est le plus convaincu de tous. Ouais, il prend le leadership. Voilà ça, parce qu'au final, ceux qui le perdent, c'est ceux qui au final se désolidarisent de la quête parce qu'ils commencent à la trouver absurde. En fait, on est dans un film qui traite de l'absurde, mais de manière ultra dramatique. Ah, et réaliste. Et oui, c'est ça. Puis le côté sectaire de l'armée, peut-être. Alors, peut-être pas qu'au Japon, hein, parce que ça, à mon avis, on l'a vu partout. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là... un côté rigoureux et très japonais, mais on peut le voir dans beaucoup de corps de guerre, donc c'est pas... Puis on voit un moment qu'il veut pas boire, parce que, il prend des décisions, hein, le jeune Onoda, qui ne sont pas vraiment les siennes. Toutes les décisions qu'il prend, en fait, c'est soit pour aller à l'encontre de son père, soit pour suivre son père spirituel. C'est quelqu'un qui est envoyé tout simplement au casse-pipe, alors qu'il n'est pas encore construit personnellement, et qui va essayer de se construire sur des illusions. Donc oui, on a l'impression d'avoir une forme de
de zombies qui évoluent plus en avance dans le film. D'ailleurs, moins il parle. Oui, c'est ça. Et puis tous ces personnages autour de lui gravitent, mais n'existent presque pas. Il y a très peu de dialogue de toute façon, et la majorité des dialogues sont effectivement quand il y a d'autres personnages, mais parce qu'ils interagissent entre eux, ils interagissent rarement avec lui, de toute façon. Le seul qui est intéressant à la rigueur, c'est celui qui s'appelle, c'est celui qui est joué par Kai Inouaki, qui a joué dans Tokyo Sonata d'ailleurs, si vous voulez, voilà. Il s'appelle Akatsu, le plus jeune, qui doit avoir, je crois, il doit avoir 16-17 ans quand il est engagé, même pas. Enfin, qui lui va vraiment se poser lui, pour le coup, il va se poser ces questions existentielles qu'Onoda ne se pose pas. Qui va songer à déserter, il a peur. Lui, c'est le seul qui a l'air de ressentir quelque chose d'humain en fait dans le groupe. Et les deux autres se chamaillent, etc. C'est presque des gamins. T'as l'impression que ce sont des gamins qui sont balancés dans un monde d'adultes, d'hommes. Qui ont envie de dire de la dualité. En même temps, c'est des gens qui sont balancés dans un truc en leur disant que le conflit est extrêmement important, et qui se retrouvent dans une zone de non-conflit où les seules personnes qu'ils croisent et qui sont censées affronter sont des civils qui ne leur veulent pas vraiment de mal, et qui vont se défendre. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est ça, il est envoyé Onoda sur l'une des îles qui sera potentiellement envahie. Voilà, l'île de Lubang qui a été possédée par les Américains à un moment, mais après les Américains sont partis. Et quand il n'y a eu plus de guerre, il n'y a plus de guerre, ils sont partis. Et ils pensent te voir défendre cette terre sacrée qui deviendra, je pense, j'imagine après les Philippines. Je sais pas si, je pense que l'histoire d'indépendance après, mais qui visiblement appartenait à l'empire japonais à l'époque. Mais en plus c'est un petit lopin de terre visiblement perdu au milieu de nulle part. Mais on donne de l'importance là parce que c'est sacralisé par le fait que on doit défendre ça coûte que coûte. Il faut survivre pour cette terre, mais il n'y a plus rien à y faire. À part, oui, tu l'as dit, les pêcheurs locaux qui n'ont rien demandé. Ou des chasseurs aussi, ou des éleveurs de vaches. Certains finissent par se défendre aussi parce qu'ils en ont marre. Il y en a un qui élève sa vache et on va lui prendre. Ça reste de la défense très légère avec leurs moyens parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas tout ça quoi. Bah oui, puis en plus voilà, ils sont tranquillement pacifiques sur place et ils voient des soldats avec des armes. Non voilà, mais du coup c'est pour ça je pense en grande partie que les deux se chamaillent entre eux parce que dès que l'instant que les conflits reviennent entre gros guillemets, là ils sont impliqués et ils sont l'un avec l'autre. Mais en fait c'est des gens ils sont envoyés, on leur dit tu vas te battre quoi qu'il arrive. Ils le font pas, ils trouvent un moyen d'être belliqueux, quitte à ce que ce soit entre eux en fait. Et puis après cette mise en scène qui est très simple en fait, mais elle joue beaucoup. Alors c'est pas du contemplatif à la Manique, c'est pas forcément jouer. Limite les lieux qui ont l'air paradisiaques. On voit pas tant l'influence des lieux, ils sont pas magnifiés. À part le moment sur la plage. Déjà, mais c'est vrai que vu que la caméra est toujours très proche des personnages. On est rarement dans la contemplation des lieux, on est rarement dans des moments où on nous montre les lieux dans lesquels ils évoluent, à part le côté restreint en fait de l'île, où on a vraiment l'impression qu'ils en font le tour tous les 3 jours quoi. Oui c'est ça, on n'est pas sur Lost là où on va découvrir même à la 3e saison des trucs de fou. Mais par contre ils sont perdus les personnages, ça c'est évident. Et donc c'est presque une non-évolution pendant 30 ans, quoique. En tout cas le personnage d'Onoda, lui, il reste campé sur ses positions. Est-ce qu'on fait une zone spoiler ? Oui, tu peux. Allez, alors c'est vraiment... En soi, il n'y a rien à spoiler. Si vous connaissez l'histoire d'Onoda, vous savez qu'il va s'en sortir. Mais ça se conclut d'une certaine manière. Donc spoiler. Et en fait, le spoil commence dès le début. Si on s'y attend pas, on peut pas forcément l'imaginer. Il y a un jeune touriste qui débarque sur cette île, donc un jeune japonais dans les années 70, qui a pour but, et c'est ça qui est fort, c'est un explorateur, qui donc veut découvrir le Yeti, des trucs comme ça, mais aussi rencontrer ce soldat qui est devenu une légende. Et il va tomber sur cette personne, donc déjà... Il s'y attend pas spécialement en plus. Mais Onoda, il est mis ici, on va dire, au niveau d'un mythe, d'une légende qui n'existe plus. Donc déjà ça, et puis après, il y a la confrontation entre les deux vers la fin, où le jeune homme va faire comprendre à Onoda que la guerre est finie depuis un petit moment, grâce à une musique. Alors c'est marrant parce qu'il y a cette histoire de musique dont on peut changer les paroles, qui semble être une sorte de leitmotiv de... On y croit, c'est de la poudre aux yeux. Et donc, le jeune lui dit, c'est fini et tout, mais le vieux Onoda, celui qui a 47 ans, 50 ans, refuse de croire à cette fin de guerre. Déjà, avant, avec son père qui vient sur place, il refuse, il croit que c'est une fake news. Oui, il le voit de loin et il prend vraiment... En plus, là, il n'est pas tout seul, le SDR, parce que son comparse y croit, lui. C'est ça. Et il a envie de les rejoindre. Et Onoda, il fait non, c'est faux, c'est forcément des fake news. Il nous avait prévenus, on nous avait dit qu'ils allaient se déguiser, qu'ils allaient venir. Limite, il est trop bien entraîné, Onoda. Qu'ils allaient essayer de nous duper, quoi. Et oui, c'est ça. Et il se rappelle ce qu'on lui a appris, quoi. Il se rappelle qu'aussi, tout est potentiellement manipulation, mensonge, y compris les journaux et la radio qu'ils entendent. Des émissions enregistrées rien que pour eux, genre...
ça va dans un gros délire que même aujourd'hui les adeptes de la fake news n'iraient pas. Non, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a un petit reflet sur notre société aussi, forcément. Hein. Ça vient forcément toujours de quelque part. Le côté, on a beau te montrer par tous les moyens possibles l'évidence, si tu refuses d'y croire, tu refuses d'y croire. C'est ça, il s'est persuadé. Ouais. Et donc le jeune homme à la fin lui dit tout ça, mais bon, Onoda il finit par commencer à y croire, mais il refuse de partir de là si il n'a pas l'aval de son mentor, le Major. Et là, toi aussi tu te l'as dit, mais il doit être mort. Hein, je dirais que je dis pas si j'y croyais pas. J'ai l'impression que le Major il a déjà 60 ans. Il était super âgé, quoi. Donc, oui, il a peut-être 90 ans, mais il bosse à la bibliothèque, je sais pas, voilà. Et en effet, le Major est toujours là. Mais alors, le Major, là, on est dans l'hypocrisie ultime. Hein. Il a rien oublié, mais il a fait semblant d'oublier. Ouais. Il se rappelait même plus d'Onoda, pourtant. Ça, c'est affreux parce qu'il l'a consciemment, il l'a sciemment abandonné là, quoi. Ouais. Et peut-être même qu'il s'est persuadé de l'oublier. Oui, oublier les horreurs de la guerre. Sûrement. Et c'est donc, le Major revient. Alors, on ne sait pas si ça s'est passé comme ça en vrai. Hein. C'est peut-être une sorte de romance, mais bon. Et là, il y a ce face à face, mais hyper froid et déshumain, totalement. On pourrait s'imaginer des retrouvailles et tout. Que dalle. Le Major, il s'en fiche complet. On sait même pas pourquoi il a accepté d'être venu. Il lui donne juste un contre-ordre militaire et c'est réglé, quoi. Et Onoda accepte et puis s'en va en hélico. Comme si de rien n'était. C'est-à-dire que même cette libération-là, il y croit. Est-ce qu'il y croit? Il a beau y croire, il s'en fiche. Il a vécu 30 ans dans un mensonge, donc il va poursuivre sa vie froid et totalement déshumanisé. Le message il est là. Même si après le vrai personnage a écrit, donc j'imagine qu'il a dû se reconstruire. J'espère pour lui. Enfin, au moins pour qu'il ait écrit dessus, c'est-à-dire qu'il a dû faire un travail de deuil, parce que là, il y a tout un travail de deuil de 30 ans à faire quand même. 30 ans à faire, hein, c'est marrant parce que dans un autre style très différent, ça peut rappeler cette fin, le film Old de Shyamalan, parce que là aussi tu perds 30 ans de ta vie. Mais ça va, tu les perds en 15 jours, quoi. Je veux dire, au moins. Même pas, en 3 jours, je crois. Voilà, je veux dire, le ressenti n'est pas 30 ans, quoi. Mais bon, ça te fait un parallèle entre les deux. En plus, ça se passe sur une île aussi. Mais non, mais voilà, c'est terrible. Il n'y a aucun moment, on va sortir les violons en humanisant la fin et les retrouvailles. Bon, il y a cette musique, alors qui n'est pas la musique japonaise qui revient sur les fleurs d'acacia, je sais plus, la ville de Salo, je crois en plus. Il me semble. Possible. Il y a une histoire de truc, il y a une histoire de connotation qui pourrait être pseudo-religieuse derrière, ou Sodome et Gomorre, ou pas loin, mais non, mais je sais plus, il y avait un truc. Il doit y avoir forcément un message derrière cette chanson qui nous a échappé, parce qu'il y a eu des recherches qui ont dû être faites sur le folklore, etc. Mais voilà, il n'y a pas. Arthur Harari, c'est ça la force du film, c'est qu'il n'a pas tenté d'humaniser, il n'a pas tenté de rendre plus émouvant que cela, même si on est touché, hein, parce qu'il y arrive. Et c'est un film froid et à la fois profond. Et je pense que c'est rare de nos jours ce genre de film. Hein. C'est d'autant plus rare que c'était une sacrée prise de risque déjà de le produire, déjà, oui. De le distribuer dans salle, parce que merci au Pacte, hein, au passage. Merci au Pacte. Justement, alors pour la petite anecdote, nous on avait, enfin la petite anecdote, c'est pas une anecdote, hein, mais c'est même une triste anecdote. On a un copain qui a fait son stage là-bas pendant cette période, pendant Onoda. Et qui justement était extrêmement attristé de voir que le film se plantait et qui me disait là on est en train de distribuer 2 films et ne marche pas. Et du coup après il me disait on comprend même pas comment ce truc là a pu exister et clairement c'est un ovni et il n'y en aura pas 36 000 quoi. À moins que, et là pour le coup c'est limite un plaisir de dire ça même si je sais pas si je suis pour ou contre ce système là, mais c'est vrai que malheureusement ce genre de films là on les retrouvera peut-être sur des plateformes. Parce que c'est les seuls qui prennent des risques actuellement. En tout cas, les cinémas distribués en salle, à part, c'est du cinéma français, hein, c'est distribué, c'est une grande partie pour ça qu'on l'a eu. Mais du cinéma qui ose coproduire, qui ose partir à l'étranger, qui ose proposer une fresque, ça coûte des sous de faire ça. Alors que elle sait pertinemment qu'elle court un peu à sa perte et qu'à part du bouche à oreille, peu de gens malheureusement iront voir un film de 2h45 qui parle de guerre, qui est aussi austère, comme ça quoi. Donc on a de la chance que le film existe et on peut que le conseiller aux gens, quoi. Regardez-le quoi. Voilà, bon on a déjà refermé la zone spoiler. Hein, oui. Voilà. Mais oui, c'est un film rare, c'est un film qui va pas prendre le spectateur par la main aussi. Oui. Et c'est justement ce genre de film qui fait réfléchir sur la condition humaine, sur ce qui a pu se passer, en reflet avec d'autres choses d'aujourd'hui, parce que des gens qui sont sous l'influence comme ça, qui vont perdre 10, 15, 20 ans de leur vie, même sans forcément être isolés sur une île et tout, ça existe. Il y a une métaphore derrière. Hein. Donc on peut y voir une certaine métaphore des sectes et tout derrière, je pense aussi. Des gens qui perdent pied avec la réalité, qui à un moment la retrouvent. Comment retrouvent-ils cette réalité ? Jamais comme ils l'ont quitté, hein. Ça c'est certain. Et là, oui, on peut imaginer comment Onoda a vécu sa vie après, à mon avis, ça n'a pas dû être évident.
Mais voilà, c'est un film à découvrir et je pense, oui, il sera, de toute façon, là, il est disponible en DVD Blu-ray déjà. Donc vous pouvez vous le procurer. Mettez les sous. C'est ça. Et en plus, il y a un bon Blu-ray collector. Enfin, il me semble que ils ont mis les. Oui, ça c'est marrant de se dire que c'est souvent les films qui ont du mal à fonctionner en salle ou quoi que ce soit, qui après se font récupérer par les éditeurs tiers qui mettent tous leurs soins et leur passion à essayer de les réhabiliter, quoi. Ouais, parce que c'est tout un pan du cinéma qu'il faut soutenir au-delà des salles, puisque malheureusement en salle, il y a peu de chances que ça fonctionne, à part des exceptions. Là, c'était de toute façon pas bien parti, déjà très peu distribué. Puis en plus 2h47, film contemplatif de guerre, dramatique, voilà, déjà. Mais le propos est là, et on peut saluer Arthur Harari, le Pacte et tous les gens qui ont participé à ce projet de près ou de loin. Et on en aura d'autres. En tout cas, il y a quand même une petite note d'espoir, oui, je dirais. Parce que quand tu vois alors, c'est subjectif, ça ne veut rien dire. C'est pas représentatif du public des salles. Mais quand tu vois tous les petits tops qui tombent par tous nos comparses, je vois que ce soit des comparses de la presse écrite, des comparses youtubeurs, des comparses podcasteurs, enfin voilà, tu vois, quand je vois filer partout sur les réseaux, il est partout, hein, Onoda. Ouais, on le voit, en tout cas les gens qui l'ont vu, ça les a marqués, ça finit soit dans leur dit préféré, soit dans les mentions honorables. Voilà. Il y a quand même, j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le film, il y en a forcément. Mais en tout cas, là, moi, pour l'instant, l'intégralité des gens qui ont vu le film dans mon entourage l'ont tous apprécié, voire adoré. Et ça fait plaisir. Oui, on a eu des cas cette année. On a eu La Loi de Téhéran, il y a eu beaucoup de films comme ça. Qui ont fait une unanimité malheureusement trop restreinte. Oui. Mais ça peut forcer au bouche à oreille, ça peut forcer à la curiosité, ça peut forcer à ce que des gens se disent putain, je vais le regarder, quoi. Quitte à ce que ce soit moins apprécié derrière et que justement plus des gens le verront, plus il y aura de sources de contradiction sur l'appréciation du film. Ça, c'est un risque. Mais au moins, le film peut-être aura une existence grâce à ça et au fait que y a quand même une bonne partie de personnes qui l'ont apprécié et qui vont en parler. Oui, et puis si vous vous intéressez à des histoires de guerre comme ça, c'est parfait, hein, ce genre de film, c'est une histoire de Londres. C'est original pour un film de guerre. Ah oui, et ça m'étonne presque même, là je te le dis, qu'il n'y ait pas eu, enfin à notre connaissance en tout cas, de film fait sur cette histoire. Alors peut-être qu'au Japon il y en a eu. Hein. Peut-être. Mais je suis pas sûr. Hein. C'est peut-être un peu dur aussi dans la mémoire. Mais voilà quoi. Enfin bon, en tout cas on vous le conseille vivement. Voilà, il n'est jamais trop tard pour découvrir des films, que ce soit de l'année dernière ou d'il y a 50 ans d'ailleurs, hein, au passage. Il faut avoir la curiosité et c'est vrai que le bouche à oreille parfois fonctionne. On espère que ce sera une épreuve ici. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon début d'année, ça c'est certain. Oh oui. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.